Salut tout le monde, c'est votre Borov pour le troisième deck, donc des decks commandeurs hors la loi de Croistonnerre. Cette fois-ci, ça va être Fleur du désert. Voilà, joli petit deck, ça sort le 19 avril 2024. Et le thème de ce jeu, c'est défaussez-vous de terrain et récupérez-les. À quoi ça sert de les défausser si on les récupère après? On verra, ça va être fou. Donc c'est le troisième deck que je fais. J'avais déjà fait le deck Olivia, le deck avec Gonti, puis je finirai dans une vidéo suivante par le deck Izet, rapide de la gâchette. Mais pour l'instant, on est à celui-ci. Comme les autres fois, petit disclaimer, à la base, ce sont des decks qui sont créés pour le multijoueur. Moi, le multijoueur, c'est pas du tout ce que je préfère, et donc je vais les analyser en fonction du duel commandeur, donc du 1 contre 1. Le 1 contre 1 par rapport au commandeur multijoueur, c'est 20 points de vie au lieu de 40. Il n'y a plus de blessure de commandant. Bon, il y a d'autres trucs qui changent, mais en gros, il y a évidemment qu'un seul adversaire et il y a 20 points de vie, donc on veut quand même essayer d'aller un peu plus vite qu'en multijoueur. On peut peut-être mettre moins de grosses cartes, mais là, quand même l'impression qu'on va devoir mettre des grosses cartes puisqu'on va ramper comme pas possible. Voilà, et ben on va commencer par lire un petit peu le fascicule qui nous est filé avec ce deck-là, pour voir un petit peu le thème du deck. On y va, c'est parti. Fleur du désert. Il n'y a plus de blessure de commandant, c'est nouveau c'est le cas en duel commandeur. Duel commandeur depuis, je dirais, 6-7 ans. Tu n'as plus de... En fait, à partir du moment où c'est passé en 20 points de vie, tu n'as plus de dégâts de commandant. Et c'est très bien comme ça. Ça te permet d'éviter d'avoir des comptes à rallonge. Bref, Fleur du désert, c'est quoi? Eh bien, le désert de Croistonnerre est peut-être sec et vaste, mais ce sont les plus beaux paysages et les plus puissants que vous n'ayez jamais vus. C'est beau, hein? Concentrez-vous sur vous défausser, sacrifier et meuler des cartes de terrain dans votre cimetière tôt dans la partie, puis commencez à les ramener à la vie. Vous trouverez les paysages d'autant plus satisfaisants si vos terrains ont le sous-type désert. Ah, il y a plein de déserts. Commencez à mettre vos terrains au cimetière et utilisez-les pour gagner avec vos amis cactus. Oh là 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 là, ça me hype. Moi j'aime bien tout ce qui est autour du mana vert et le fait de ramper, d'utiliser du mana. Voilà, j'aime beaucoup abuser un petit peu du mana à Magic et donc ça me hype pas mal. Hop là. Qui est Yuma le fier protecteur? Regardez, il a l'air... à la fois il a l'air... bon, faut faire attention, il a la main sur son flingue. Et à la fois, il a un petit cactus comme familier, donc il ne peut pas être bien méchant. Eh bien, il est arrivé sur Croistonnerre pour prendre un nouveau départ. Alors, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il venait... je sais pas d'où il vient. Peut-être qu'il était juste pas connu. Peut-être qu'il l'était et que je ne le connais pas. Toujours est-il qu'il est arrivé sur Croistonnerre pour prendre un nouveau départ. Ancien argousin pour une famille criminelle sur la Nouvelle Capenna. Ah, c'est pour ça. Moi, Nouvelle Capenna, j'ai très peu joué. J'ai très peu étudié le lore. Donc, ouais, pour le coup, il existait, mais je vais quand même regarder. Yuma. Non. Enfin, en tout cas, Yuma, je tombe que sur Fier Protecteur, donc c'est celui-ci. Ok. Donc, c'est un puissant combattant possédant le talent de parler aux plantes. Oh là là. D'habitude, elles sont plutôt ravies de l'écouter et de l'aider en cas de besoin. Mais il n'a pas encore totalement maîtrisé le dialecte de la flore de Croistonnerre. Ah, les étrangers, on a du mal à les comprendre. Yuma reste fidèle à lui-même et à ses principes, et fera toujours ce qu'il pense être juste. Cette tendance l'a souvent mis en porte-à-faux vis-à-vis de ses anciens employeurs. Ah, il est quand même... Après, vu ses couleurs, Naya, bon, même s'il a un petit peu l'impétuosité du rouge, le blanc-vert, c'est quand même les mecs peace and love, quoi. Lorsque les Phyrexians ont envahi la Nouvelle Capenna, Yuma fut chargé de protéger son patron, un membre haut placé de la famille Cabaretti. Cependant, remarquant qu'un groupe d'enfants d'une autre famille criminelle était en danger, il abandonna son poste pour leur sauver la vie. Oh! Furieux de ce qu'il considérait comme une trahison, le patron de Yuma le bannit des Cabaretti et mit sa tête à prix. Ah oui. Désormais en cavale, Yuma s'est faufilé dans une percée de présage et s'est retrouvé sur Croistonnerre. Là, il a trouvé une nouvelle vie et une nouvelle raison d'être. Un bébé cacté perdu, pardon. Affamé et en pleurs. Oh. Désormais, Yuma parcourt les plans, un bébé dans les bras. Oui, donc c'est très... comment il s'appelle? Gros. Pas gros. Comment il s'appelle le petit Yoda? Pas gros, c'est un truc comme ça, mais c'est pas grave. Vous Désormais, donc, il parcourt la main dans les bras. Et il est bien déterminé à
Gros goût. Ah, bien qu'il y avait un truc comme ça. Merci. Merci, merci les gars. Il est bien terminé à protéger ce petit être dans l'espoir de pouvoir se racheter. On est vraiment sur un bail ancien mercenaire, machin. Voilà, c'est un peu Mandalorian tiers. Mais ok, très bien. De toute façon, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que font la carte. Ce que je sais, c'est qu'on peut soit jouer le Yuma, soit jouer un cactus. Ça m'intéresse. On va zoomer un petit peu et on va aller du coup sur ce deck. Hop là. Je zoome sur les... Un peu sale. Hop. Avec Groot, il y a un petit peu des bails de Groot aussi, puisque Groot est une plante. Donc il est fier protecteur. Alors, il est 6-6 pour 8, ce qui en l'état serait quasiment injouable. Mais, il coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de terrain dans votre cimetière. Eh oui. À chaque fois que Yuma, fier protecteur, arrive sur champ de bataille, ou attaque, vous pouvez sacrifier un terrain, si vous faites ainsi piocher une carte. Très bien. Et à chaque fois qu'une autre carte, non, pardon, qu'une carte de désert est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, créez un jeton de créature 4-2 vert plante et guerrier avec la portée. Donc là, il doit y être, je pense que ça va être une tête de cactus. Imagine. C'est quoi? C'est un plan de guerrier? Ah. C'est sympa les tokens recto verso, mais quand on doit les trouver, c'est relou. Plante et guerrier. Oh là là! Ah non, c'est pas un bébé du coup. C'est un cowboy, enfin une sorte de voilà, cactus version hors la loi quoi. Ça lui aura fait un plaisir de se réveiller avec 12 voix. Ah ouais, tu te réveilles, Credax? Il est quelle heure chez toi? T'es boulanger ou t'es décalé? Mais en tout cas, avec plaisir. On va voir combien on a de déserts en tout pour voir si la réduction en vaut la peine. Ouais, c'est vrai que c'est... Non, la réduction, c'est pour chaque terrain. Le coût des déserts, c'est... En fait, voilà. C'est... Vous avez des déserts. Il arrive en jeu, donc pour chaque terrain en moins, dans votre cimetière, il coûte 1 de moins. Donc en vrai, quand il commence à coûter 5-6, ça peut commencer à devenir intéressant. Puisqu'en fait, on a une 6-6. Elle arrive en jeu. Vous sacrifiez un terrain en espérant que ce soit un désert. Quoi qu'il arrive, vous allez piocher une carte. Et si c'est un désert, vous allez mettre une 4-2. Et en plus, il y a d'autres effets. Et ça marche quand il attaque aussi, je crois. Ouais, franchement, il est fort. Il est fort, il est fort. Maintenant, il faut voir si on peut le jouer. Ah, tu vis au Vietnam et il est 7h du matin. Ah, ok, d'accord. Eh bien, quand bien t'en fasses. Donc Yuma faire protecteur, ok, il a l'air intéressant. J'imagine qu'il y a plein de trucs qui vont évidemment mettre des terrains au cimetière. Donc pourquoi pas le jouer. Mais on peut aussi, à la place, jouer Kiri, le bourgeon talentueux. Bon, Kiri, c'est un peu un nom de fromage hein, chez nous, mais bon, on fera avec. Bref, célèbre à l'international, alors, t'as vu un peu. M'arrête plus. Alors, il est 0,3 pour 4. Il est plantes et druides, très bien. Les autres plantes et sylvains que vous contrôlez gagnent plus de plus 0. Oh là là, le deck à thème... comment on pourrait dire, botaniste. Au début de votre deuxième phase principale, alors c'est les autres plantes, hein, donc ils se boostent pas. Au début de votre deuxième phase principale, renvoyez dans votre main une carte de plante, de sylvain, de terrain ciblé depuis votre cimetière. Donc ce qui est assez sympa. J'ai l'impression que ça peut être cool, effectivement, en lien avec d'autres cartes du deck, mais que je pense pas le... Enfin, alors oui, il peut quand même remettre un terrain depuis ton cimetière dans ta main, mais je pense que Yuma sera un peu plus dans le thème. On va voir ça. Attends. Ah oui, c'est bien son petit cactus à Yuma, vu la phrase de description. Croyez-moi, il est peut-être un peu vert, mais il n'a pas le foie jaune. Ouais. Voilà. On récupère les fetch, ouais. Alors je sais pas combien, il y a peut-être pas beaucoup de fetch, hein, enfin les fetch en tout cas de... Les fetch originels, on va dire, de Carnage et compagnie. Bon, je pense qu'il n'y en a pas dans le deck préco, mais bref. On fera ça avec des immensités terramorphes ou que sais-je. Alors, Azaison, modeleur de sable. Donc oui, il propose aussi cette carte-là qui coûte également 3 et qui en vrai, dans un deck commandeur duel, c'est pas déconnant d'avoir une 3-3 pour 3 avec ses capacités. Donc traverser des déserts, ah bah le boss. Alors, le truc c'est que je crois qu'il n'y a pas de désert actuellement dans les autres decks, mais je peux peut-être en mettre parce que comme je le disais, oh j'avais pas vu qu'il y a un petit... Regardez, le symbole Planeswalker, c'est un petit cactus sur la boîte, c'est fou. C'est tout. C'est rare que je
comment dire, que je réagisse à ça, peut-être qu'il est tard. Je ne sais pas. En tout ça, Kiri qui sera sûrement meilleur dans ce deck que dans la soupe de Disneyland. Oh là, Total Eclipse qui a toutes les références. Effectivement, vous n'avez pas vu le friendzone de lundi, il arrive bientôt en rediff. Bon, vous pouvez jouer des terrains déserts depuis votre cimetière, c'est plutôt cool. Donc attention, quand on peut jouer des terrains comme ça, c'est pas la fête, hein. On peut du coup en jouer toujours qu'un seul par tour. Et à chaque fois qu'un désert arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, créez 2 jetons de créatures 1-1 rouge, verte et blanche, sable et guerrier. Ouais, il ressemble à quoi ceux-là? C'est du sable? Quoi ce bordel? Bah je sais pas. Bah, je vais passer assez vite. Sable et guerrier. Ah c'est ça. Bah, il pourra au moins nous enfiler 2. On en crée 2, filez-moi 2. Quoi ce bazar? Oh, c'est un peu con. Attendez. Peut-être que j'en ai raté un. Putain, ils disent de créer 2 sables, j'en ai qu'un seul. C'est quand même con. Bon. Ok. Bon, bah, toujours est-il que c'est pas mauvais, mais alors, voilà. En fait, en gros, je pense que lui, comme il a vraiment un thème terrain de manière générale, il va être plus intéressant. Parce que lui, il a un thème désert pur. Et lui a un thème plante sylvain. Donc, à mon avis, on va partir sur Yuma. Hein. Jusqu'à maintenant, de toute façon, c'était assez logique. Mais encore une fois, comme je suis en duel commandeur, peut-être qu'il y a un des commandants qui est mieux que l'autre. Donc, on n'est pas obligé de choisir celui de base. Hein. Le truc, c'est que Yuma peut arriver tard, mais en late game, tu pourras facilement le rejouer et tanker, en tankant la taxe de commandant s'il a beaucoup de terrain. C'est pas faux. C'est pas faux, mon cher Kaishakus. Chemin vers l'exil. Quelle bonne carte. Alors, on préférait retour au pays. Ça dégoûte qu'il n'y ait pas retour au pays dans ce deck. Mais je crois que je vais lui en mettre un. Non, je vais lui en mettre un de plus. Quand tu joues blanc quand tu joues blanc dans beaucoup de formats où tu peux jouer retour au pays, tu joues retour au pays. Franchement. Bon, attends, je vais quand même montrer pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est cette merveilleuse carte. Carte qui, on peut le dire, est un peu buggée. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu. C'est-à-dire que c'est sorti dans la première édition de Magic. Et ça fait. Magic va avoir 31 ans en août. Ça reste le meilleur anti-bet, toutes couleurs confondues. Enfin, le meilleur anti-bet unique, quoi, qui cible une seule carte. Retour au champ. Sort tout peu cher. On le met dans une version plutôt récente. D'habitude, ils en mettent quand même dans les decks commandeurs parce que ça reste une petite unco. Et on peut exiler une créature ciblée. Donc pour 1 en éphémère, il n'y a pas à faire beaucoup moins cher. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force, qui est peanuts par rapport au fait de pouvoir gérer n'importe quelle bête sans condition en éphémère pour 1. Et Chemin vers l'exil, c'est pas mal. Mais moi, je sais que j'aimais pas le jouer en duel commander parce que bah, le fait d'aller... Souvent, tu vas faire ça sur le commandant. C'est vraiment là où souvent les decks tournent autour du commandant, donc tu vas vouloir faire ça dessus. Et en fait, le fait de lui filer un terrain fait que bah, au tour d'après, s'il remet un terrain, il peut le reposer directement. Donc, j'ai jamais trop aimé. Enfin, c'est bien Pass to Exile. Hein. Pass to Exile qui est moins buggé entre guillemets que Retour au pays et qui reste quand même une excellente carte. Bon, le fait de pas faire carte d'avantage, c'est un peu relou. Et puis bon, en commandeur, comme tu peux rejouer ton commandant, c'est chiant. Bref, évidemment, on est content d'avoir un chemin vers l'exil, mais je vais sûrement rajouter un Retour au pays. Ça me semble évident. Chaleur impie. 2 blessures à une créature ou à un Planeswalker pour 1 en éphémère. Mais s'il y a... donc le délire, c'est que s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, vous mettez 6 blessures à la place. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que soit mettre 2 pour 1, ça reste quand même pas mal, c'est comme un choc, quoi. Et pouvoir, sur un malentendu, donc un peu plus tard, mettre 6, quasiment tuer une bonne partie des bêtes en tout cas, c'est très bien. Et le délire, généralement, c'est un peu compliqué à avoir, mais là, le fait de pouvoir meuler, de ce que j'ai compris, s'auto-meuler, fait que tu vas très vite avoir un terrain, une bête, un éphémère, un rituel, voilà, dans ton cimetière. Sur un malentendu, tu peux avoir quoi? Planeswalker, artefact, enchantement. Planeswalker, je crois pas qu'il y en ait, mais je pourrais peut-être en rajouter un ou deux, on va voir. Bref. Alors un pied, on prend. Pillage de réquisition. Ah bah si. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait que des cartes différentes. Alors après, peut-être qu'ils sont autorisés ça avec des cartes de croissonnaire.
Mais encore une fois, c'est une carte qui peut gérer artefact, enchantement ou mettre des marqueurs. C'est pas mal. Perspicacité magmatique. Pour un rouge, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte de terrain, piochez 2 cartes. C'est plutôt pas mal, enfin en tout cas dans l'idée, tu vas mettre un... Bah, pour le délire c'est bien, parce que tu as un rituel au cimetière, tu as un terrain au cimetière, et en plus tu pioches 2 cartes, donc tu te refais un petit peu. Ça fait pas de carte d'avantage techniquement, puisque tu vas en gros perdre 2 cartes pour en piocher 2, mais ça te fait du quality advantage, puisque bah, en plus tu as envie de mettre des terrains au cimetière, et il y a des chances que tu pioches autre chose que l'un. Donc ok, je vois tout à fait le pourquoi du comment. Anneau solaire, on rappelle que c'est banni en duel commandeur, à juste titre. Éclaireuse des dunes. Pour 2, une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, cherchez dans votre bibliothèque une carte de désert, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Très fort. Mais il faut que... En fait, c'est bien si l'adversaire a commencé et qu'on est tour 3 et qu'il a déjà posé un land. Voilà. Là, tu peux dire, ah bah tiens, boum, je le fais. Et à chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière, d'où qu'elle vienne, créez un jeton de créature 1-1 rouge, verte et blanche sable. Alors, c'est quand même con qu'ils aient mis Mimiquin, quoi. Et guerrier, cette capacité ne s'éclenche une fois par tour. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que alors, j'ai pas l'impression qu'on fera beaucoup cette capa, à moins de ne pas commencer et d'être voilà, de l'avoir tour assez vite. Je pense que ce deck-là va quand même ramper. Enfin, j'imagine qu'il va mettre un peu des terrains, donc on aura peut-être souvent plus de terrains que l'autre. L'avantage, c'est que c'est une de 2 pour 2 qui a quand même un petit effet de pondre des bêtes. Donc non, clairement, on va la jouer. Guide-voix s'attire, une 1-1 pour 2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de terrain parmi elles dans votre main et mettez le reste dans votre cimetière. Très bien, ça, pour activer le fait de mettre des terrains au cimetière, pour activer le délire et notamment pour. En plus, ça fait un petit avantage, puisque bon, vous avez une 1 pour 2 en jeu, ça accomplit pas grand chose, mais quand même, ça peut bloquer, ça peut se sacrifier sur un truc, ça peut éventuellement attaquer. Et. Attendez. Et en plus de ça, ça fait donc voilà, ça peut permettre de récupérer un terrain, celui qu'on veut dans notre cimetière. Non, ça va très bien dans le thème. Posture valeureuse, soit on met l'indestructible à une de nos bêtes, soit on détruit une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Pas mauvais, moi je la joue dans mon Wajik et le fait de pouvoir être comme ça assez versatile, on est plutôt content. Ça n'a pas trop de rapport avec le thème, mais en tout cas ça peut gérer les bêtes adverses et éventuellement nous défendre. Intervention bovine, oh là. Détruisez une cible, artefact ou créature. Son contrôleur crée un jeton de créature 2/2 blanche bovidé. Les fameux bovidés. Ouais. Alors, ça peut être sur nous-mêmes, si vraiment on est au bout de notre vie, on a besoin d'un bovidé. Mais bon, généralement, évidemment, on va surtout gérer un artefact ou une créature adverse pour 2. Et on va lui foutre une 2/2. Donc c'est pas... Je suis pas ultra fan. Je préfère quand même gérer... je préfère retour au pays, évidemment. Mais en vrai, non, c'est pas je pense pas que ce soit si nul comme anti-bet, donc on peut éventuellement laisser. Je pense que si je devais vraiment tout refaire le deck, je pense pas que je mettrais... Enfin, je pense que je mettrais d'autres anti-bet au-dessus de ça. Mais bon, pourquoi pas. Explorer, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour si vous piochez une carte. C'est une carte qui était jouée à l'époque où je fais du standard en World Wake. Puisqu'elle permet d'accélérer... si vous avez pas mal de terrain en main. Et ce qui est bien, c'est que une accélération de terrain, c'est cool, comme reprendre gros, ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin, qu'on a vu dans la vidéo d'avant, ou quoi. Mais à la fin, ça peut, enfin, quand on le pioche, je sais pas, tour 8, bah, on peut s'en foutre d'avoir un terrain de plus en jeu, engagé, machin. Là, l'avantage, c'est que de base, vous piochez une carte. Donc, si vous la... Donc, ça peut être un peu risqué, parce que si vous n'avez pas de terrain dans votre main, ou peu, bah, ça peut ne servir à pas grand-chose. Mais quoi qu'il arrive, vous piochez une carte. On est assez content, et j'imagine que dans ce deck, il y a plus de terrain que la norme. Tu veux une cool story, Rof? Skredax est le fils d'un collègue de taf. J'ai travaillé avec lui quand il était encore en France, et on se retrouve devant le stream du bon vieux Rof plusieurs années après. C'est marrant, j'avoue. Vous avez parlé entre vous, et vous avez dit, mais attends, mais on se connaît? Bah, trop bien, trop bien, trop bien. Et bah, quoi, le monde est petit, et le monde se retrouve évidemment, l'élite de ce monde se retrouve sur ce stream. Voix sinueuse, pour 2. Choisissez créature ou terrain. Révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez toutes les cartes du type choisi révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Bah, parfait. Parfait parce qu'en plus là on peut dire créature, mettre des terrains au cimetière et du coup bah, faire en sorte que
que l'ami, comment il s'appelle, Yuma, soit refait. Ou on fait l'inverse. Mais on n'a pas le choix en tout cas. On peut pas, si on dit terrain, bah, tous les terrains qu'on va meuler, on va les mettre dans notre main. Donc après, ça peut être bien, hein, si vous êtes un petit peu short en mana et que vous avez besoin de terrain, c'est très bien. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte, je crois qu'elle a été sortie en Modern Horizon, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais ça venait d'une édition qui était un peu plus forte que les éditions standard, on va dire. Et voilà. On a mis sur Hearthstone, il a percuté le pseudo, parfait. Découverte fascinante. Pour 2, vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez ensuite vous défausser 2 cartes. Si vous faites ainsi, piochez 3 cartes. Donc, vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez ensuite vous défausser de 2 cartes. Et si vous faites ainsi, vous piochez 3 cartes. Ok, bah c'est pareil, hein. Ça permet de mettre pas mal de cartes au cimetière. Ça fait pas de carte d'avantage, puisque, encore une fois, on va récupérer 3 cartes pour 3 cartes, quoi. Puisqu'on va en défausser 2 et jouer celle-ci. Mais le gain de points de vie sera pas anodin en duel commander. Et le fait de... Alors c'est un peu... Ce qui est juste dommage dans ce spell. Bon, il y a le fait qu'il soit rituel. Forcément on préfère les éphémères. Et il y a le fait que on doit d'abord défausser et après piocher. Évidemment, le fait de looter dans le bon sens, d'abord on pioche puis on défausse, c'est meilleur. Mais ouais non, c'est pas mauvais. Retrouvailles amères. Pour 2... Ah, c'est Mishra qui retrouve Urza. Quand les retrouvailles amères arrivent sur le champ de bataille, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher 2 cartes. Donc, de toute façon, tout ce qui est rouge, le bleu, qui a quand même pas le monopole de la pioche, mais en tout cas qui est vraiment très fort pour piocher, généralement quand il y a cet effet-là, c'est d'abord je pioche, puis je défausse. Le rouge, c'est l'inverse. Donc, ok, c'est pas mal on peut piocher en rouge, mais c'est moins la fête qu'en bleu, donc du coup, on va d'abord défausser. Donc, on peut défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, on pioche 2 cartes. Et on peut payer 1 et sacrifier ses retrouvailles amères et pour donner la célérité à toutes nos bêtes. Ce qui est assez intéressant. Et si jamais on peut la jouer avec Yuma, eh bien, non seulement quand il va arriver en jeu, on va faire son effet, mais en plus, si on a un mana en rab, eh bien, on va pouvoir attaquer directement, refaire son effet. Bref, sympathique. Une vie du terreau aurait été très cool dans le deck. Je suis d'accord. Hein. Une terreau une carte qui a le dragage et qui permet de récupérer des terrains du cimetière. Botte de pied d'agile, défense talismanique, célérité. Alors, toujours la petite guéguerre, botte de pied d'agile ou son nom, enfin à la base c'était Jean-Pierre Desclercs. Je crois qu'elle est dans ce deck là, Jean-Pierre Desclercs. Je sais plus. Non, je crois que c'est dans l'autre. Non, je sais plus. La petite comparaison, parce que quand même... Non, bah c'est dans l'autre là. Ah non, il est là. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y en a une qui file le linceul, ça veut dire que on ne peut pas non plus nous-mêmes cibler la carte, et l'autre qui file la défense talismanique, ce qui fait qu'on peut cibler nous-mêmes. Le fait est que très souvent, on préférera quand même avoir le fait de payer que 0 pour pouvoir, donc à tout moment, c'est bien que Jean-Pierre Desclercs, c'est que tu dis, je mets une bête en jeu, je l'équipe, j'attaque avec, puis je vais déplacer ma Jean-Pierre Desclercs sur, avant la fin du tour, sur la bête que je veux le plus garder pour pouvoir la protéger, etc., etc. Et en fait, comme tu peux de toute façon passer de l'une à l'autre, le fait que ça ait la défense talismanique, voilà, je préfère Jean-Pierre Desclercs. Le fait que ça coûte 0 en équipement, c'est meilleur. Comme on le disait, avec Yuma, je pense que vous aurez à peu près utilisé tout votre mana quand vous allez le jouer. Le fait de dire directement Jean-Pierre Desclercs, j'attaque. Bref, je pense que Botte de pied d'agile, je vais le remplacer par Jean-Pierre Desclercs. J'ai toujours été plus de cette team-là, à moins d'avoir un deck qui est très... quand vous ciblez une de vos bêtes avec ce truc-là, ou qu'il y a des boosts, ou qu'il y a des orages, j'en sais rien, mais bon, c'est généralement pas trop les decks que j'aime bien jouer. Là, éventuellement, vous mettez Botte de pied d'agile, mais bon. Cachet d'ésotérisme, ok. Sablier perpétuel, on peut l'engager pour meuler 2 cartes, donc on va se mettre 2 cartes de notre bibliothèque dans notre cimetière, donc ça peut être cool encore une fois pour mettre des terrains au cimetière. Puis bon, comme on a 100 cartes dans le deck, avant de se faire meuler, de mourir à la meule, il y a quand même une grosse marge, surtout en duel commander. Et on peut payer 2 pour l'exiler, mélanger n'importe quel nombre de cartes ciblées depuis votre cimetière, votre bibliothèque, au cas où on se ferait meuler. Bon, c'est une carte qui permet juste de meuler 2 cartes. Je crois que je préfère un... En fait, depuis tout à l'heure, les cartes qu'on a là
font pas de carte de disadvantage. C'est-à-dire que on va mettre une carte dans notre main, on va piocher, on va voilà, avoir une bête en jeu, machin. Là, c'est vrai que si jamais on a besoin de quelque chose et qu'on l'a top deck, c'est vraiment dégueulasse. Et l'avoir tour 2, bon après, je fais confiance sur le deck. Enfin, comme techniquement, on a à peu près une chance sur 2, je pense un peu moins une chance sur 2, je dirais peut-être 40% de chance sur chaque carte de meuler un terrain, bah, au moins ça peut baisser le coût de lui. Je vois tout à fait pourquoi il est là. Bon, on peut le tester. Colonie de Scalaire, c'est une 1-1 pour 3. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 1-1 vert insecte. Si vous contrôlez au moins 6 terrains, créez un jeton qui est une copie de la colonie de Scalaire à la place. Ah ouais, ça peut être relou. Alors faut mettre des terrains, faut ramener des terrains, mais bon, c'est un peu le but du jeu, quoi. Et donc quand tu commences à avoir plusieurs copies de ce truc-là, c'est pénible. Du coup, bah, après, c'est que des 1-1. Donc oui, tu peux en avoir plein, c'est que des 1-1, bon, voilà, je l'ai gardé pour l'instant. En plus, l'avantage le touche-terre, c'est très bien avec les fetch, justement. Avec l'onglet fetch, c'est des terrains qui permettent d'aller en chercher d'autres dans votre bibliothèque. Bon, je vais vous montrer, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a deux fetch communs qui font exactement la même chose, qui n'ont juste pas le même nom. Voilà. C'est Immensité Terramorphe et Étendue Sauvage en évolution. C'est des fetch communs. Vous le mettez, vous faites touche-terre. Puis, vous l'engagez, vous le sacrifiez. Vous allez chercher un terrain de base, vous le mettez en jeu engagé. Et boum, vous refaites touche-terre. Donc, touche-terre avec ce genre de carte, c'est vraiment plutôt cool. D'accord, c'est vraiment la même chose. Hein. Sacrifiez-les. Champ de bibliothèque, une carte de terrain de base. Mettez-la sur champ de bataille engagé, puis mélangez. C'est vraiment la même chose, avec deux noms différents, donc on peut jouer les deux en commandeur. Ok. Colonie scalaire, pourquoi pas. Druide du printemps, 1-1 pour 3. Il arrive sur champ de bataille, vous pouvez sacrifier un terrain. Si vous faites ainsi, cherchez en bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Ça fait l'effet de Ersage, pour ceux qui ont connu. C'est sorti en invasion, je crois. Et qui, c'est un éphémère qui permettait de sacrifier un terrain pour aller en chercher 2. Ce qui était assez cool, c'est que du coup, tu peux sacrifier un terrain qui est... Je sais pas si on met Ersage d'ailleurs. Ah bah, voilà. Parfait. Donc, voilà, ces deux cartes-là. C'est cool de le faire en éphémère, la plupart du temps, c'est plutôt en rituel qu'on fait ça. Le fait qu'il ne soit pas engagé, c'est plutôt cool, alors que là, c'est engagé. Quand même, faut compenser le fait que là, tu as un éphémère et là, tu as un spell. Et que là, tu as quand même une 1-1 avec qui tu peux faire des choses. Mais c'est typiquement très très bien pour ce genre de deck, ça permet de fixer le mana, parce que si jamais il te manquait une couleur, tu peux aller la chercher, même 2 couleurs, tu peux la chercher. Et encore une fois, ça te permet d'avoir un cimetière, ce qui est bien pour notre commandant. Colonie de Scalaire, ça m'a traumatisé quand j'ai découvert sur MTG. Ah, ok. La colonie avec le Behemoth Light qui donne plus 3/+3 trample qu'il y a dans le deck. Il y a plus 3/+3 trample qu'il y a dans le deck. Ah oui, d'accord. Le fait qu'il y a un. Bah oui, il y a souvent les trucs de Scalaire, enfin les trucs qui mettent des petites 1-1 comme ça. Vous avez dans le deck des choses qui permettent de booster pour pouvoir faire une grosse attaque. On verra ça tout à l'heure. Rajeunisseur Elfe. Une 1 pour 3, quand elle est sur champ de bataille, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez en mettre une sur champ de bataille engagé, donc mettre un terrain sur champ de bataille engagé, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque. Alors ce qui est un peu relou, c'est qu'effectivement c'est cool, il ramène un petit terrain sur le champ de bataille, par contre il met le reste en dessous de la bibliothèque et pas au cimetière. On va préférer que ce fût le cas. Crotal Golgothien, 1-3 pour 3 contact mortel. Quand il arrive sur champ de bataille, renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Puis choisissez un adversaire, ce joueur renvoie dans sa main une carte de son cimetière. Bon, alors là, on préférerait quand même témoin éternel. Hein. Parce que je crois qu'il n'y a pas de témoin éternel là-dedans. Non. Parce que bon, alors après on a une 1-3, contact mortel, c'est pas nul. Nous, il y a quand même plus de chances qu'on ait des cartes au cimetière puisqu'on cherche à faire ça. Sur un malentendu, le mec n'a pas de carte au cimetière, donc on peut... voilà, et puis comme si on a des cartes qui meulent, on a peut-être des cartes plus intéressantes à mettre au cimetière, mais on a envie de mettre ce petit témoin éternel. Histoire éternelle. Hop là. C'est jamais trop ce qu'elle fait dans son bosquet, mais en tout cas, elle permet de pouvoir récupérer n'importe quelle carte depuis votre cimetière en main, ce qui est vraiment très cool. Puis bon, voilà, au moins c'est que pour vous, quoi. Donc
Donc ça c'est une carte qu'on aime, que je vais peut-être rajouter d'ailleurs dans ce deck. Fermière excentrique, une 2-3 pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, meulez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Alors ça, il y a un truc qui fait un peu la même chose, je sais pas s'ils l'ont mis. S'ils l'ont pas mis, ce sont des cons. Parce qu'en fait, on est d'accord que c'est pas une carte de la nouvelle édition. Alors qu'il y a une carte de la nouvelle édition qui fait précisément, enfin qui fait quasiment ça, je crois. C'est pas tout à fait la même chose. Je sais même pas si c'est tout à fait la même chose, je sais où. Je l'ai joué... Voilà. Alors, il y en a une qui est humain et paysan, l'autre qui est humain et éclaireur. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Et elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez 3 cartes, mettez dans votre main une carte de terrain parmi les cartes meulées. Si vous ne pouvez pas le faire, créez un show trésor. En fait, j'ai l'impression qu'elle est même un petit peu meilleure. Non. Non. Enfin, ouais. C'est vraiment très similaire ces deux cartes. En fait, elle, t'as pas le choix. Si tu voulais garder un terrain au cimetière, mais que t'as trouvé un terrain parmi les cartes meulées, tu dois le récupérer. Donc, bon. Alors que elle, c'est... Vous pouvez renvoyer une carte de terrain depuis votre cimetière. Après, le fait de pouvoir créer un trésor quand t'as pas récupéré de terrain, c'est... Je crois que si je devais en choisir une, ce serait plutôt celle-ci. Mais on peut clairement mettre les deux. Donc pourquoi s'en priver? Je pense que je mets clairement les deux là-dedans. J'ai commencé Magic sur 5e mob avec cette carte nostalgie, bien sûr 5e mob pour témoin éternel. Ok. Incantateur des dunes. Une 2-3 pour 3. Portée. Les terrains. Bon, portée peut bloquer créature avec le vol. Les terrains que vous contrôlez et les cartes de terrain que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille sont des déserts en plus de leurs autres types. Oh là là, la combo. Oh la combo des déserts. Tout devient des déserts grâce à l'incantateur des dunes. Donc ce que tu ne possèdes pas et qui ne sont pas sur le champ de bataille, c'est évidemment ce qui est dans ton cimetière, hein, principalement. Les terrains que vous contrôlez ont tu l'engages à ajouter un mana de la couleur de votre choix, donc en plus c'est un fixeur universel, puisque là tu vas pouvoir, tu n'auras plus aucun problème de couleur de mana. Et tu l'engages, tu meules 2 cartes, vous gagnez 1 point de vie pour chaque carte de terrain de meulée de cette manière. Wow, vraiment la carte qui a été créée pour le deck, quoi. Parfait, puisqu'on rappelle quand on a des déserts et qu'on en sacrifie avec Yuma, on va pondre des 4-2. Ouais, clairement on est pas mal. Combien de cartes inédites dans ce genre de deck? Franchement, j'ai envie de piffer une vingtaine, hein. Il n'y a pas marqué dessus. Avec 10 nouvelles cartes. Tiens, c'est bien, j'en aurais vu plus, moi. Il y en a avec 10, a priori. C'est le cas pour tout le monde ou pas? Ah bah, il y a 10 nouvelles cartes à chaque fois. Ok, il me semblait qu'il y en avait un peu plus. Peut-être qu'il y en avait plus avant. Mais bah, visiblement, c'est 10 nouvelles cartes que vous pouvez du coup jouer dans vos decks Commander, dans tout ce qu'on appelle les formats Eternal, c'est-à-dire le Legacy, le Vintage, etc. Ok, très bien. Bon, bah... 10% c'est déjà pas mal, effectivement. À l'époque, c'était que des rééditions. Et en fait, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il y a des rééditions de cartes qui n'étaient là que dans des commandeurs, donc que je connais pas spécialement. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y en avait un peu plus. Bref, ça, je pense que c'est une carte qui a été créée de toutes pièces. Ça, c'est une réédition. Excavatrice de Ramunap. Une de 3 pour 3 qui dit que vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière, ce qui est... Alors, je crois qu'il n'y a pas creusé des mondes. Mais c'est la version avec des pattes de Creuser des mondes. Vous avez pu connaître cette carte. Sortie, je crois, en Mirodin. Non, peut-être bloc Mirodin creusé. Des mondes. 5e mot, peut-être 5e mot. Crucible of Worlds. Bah, qui fait vraiment la même chose. Sauf que là, c'est un artefact. Donc c'est moins fragile, on va dire. Mais là, c'est une 2-3, donc ça peut attaquer, ça peut bloquer, ça fait des choses. Semeur de Tournebois. Une 3-3 pour 3. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, créez un jeton de créature 0-1 vert plante. Cool. Du coup, tout ce qu'on meule, ça fonctionne. Et pour 1, on sacrifie 3 créatures, donc évidemment, en idéal des plantes de merde. Renvoyez une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est un peu cher payé pour faire ça, mais le fait d'avoir des petites 0-1 qui peuvent bloquer ou qui peuvent flouder un petit peu le board, ou qui peuvent se faire booster, on le rappelle, par notre ami Kiri. Kiri, qui va du coup mettre plus de plus 0 au... Voilà. Une 0-1, ça fait pas peur. Une 2-1, ça commence à être un peu relou. Hein. Quand on a... Si t'arrives à en choper une par tour, bon, ça commence à mettre des points.
Révélation électrique. Pour 3, en tant que supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. La classique, normalement ça coûte 2 de faire cet effet-là. Là, pourquoi ça coûte plus cher? Parce qu'il y a un sort de flashback. Le flashback qui donc permet de rejouer le spell une fois depuis le cimetière. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez réussi à meuler cette carte-là ou à la défausser ou que sais-je, eh ben vous pouvez la jouer sans perdre de cartes, entre guillemets. Ça vous fait un peu de carte d'avantage. Donc, why not, même si c'est un peu chéro. Réappropriation de Sévin. Ah, c'est une bonne carte. Pour 3, envoyez sur le champ de bataille une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Donc, ça fonctionne avec les terrains, mais bon, on préfère récupérer autre chose. Bon, ça dépend. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, vous pouvez copier ce sort et choisir une nouvelle cible pour cette copie. Donc ça veut dire que pour 5, vous pouvez la lancer depuis votre cimetière et récupérer 2 cartes de permanent. Donc permanent, ça veut dire créature, mais aussi donc, comme terrain, artefact, enchantement, bon, des planeswalkers éventuellement à 3 ou moins, et les mettre en jeu. Et encore une fois, le fait que ça ait le flashback, même si c'est un petit peu cher, eh ben on peut s'en défausser ou se la faire meuler et la jouer sans perte de cartes depuis notre cimetière. Plongeons dans l'inconnu. Pour 3, exilez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Ah oui, c'est ça. C'est que donc le bleu, soit pioche, soit fait piocher défausser. Le rouge fait défausser piocher. Et quand le rouge veut piocher, généralement, en tout cas depuis pas mal d'éditions, ça fait ce truc-là. Exilez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Enfin, exilez une carte du dessus de votre bibliothèque. Et jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Donc t'as quand même le moment où tu joues la carte et quand même tout le tour d'après pour pouvoir le jouer. Donc techniquement tu peux le faire, sachant que comme c'est joué, on peut mettre un terrain. Donc l'idéal c'est de faire ça avant de mettre un terrain. Si vous révélez un terrain, hop, vous le mettez gratuitement. Et derrière, vous pouvez en plus, si vous avez une autre carte, la jouer au tour d'après. Enfin, ou à ce tour-là, mais bon, vous avez compris. Épistage, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défaussant d'une carte de terrain, en plus de payer ses autres coûts. Alors ce qui est intéressant avec une carte pistage au cimetière, c'est que du coup on va pouvoir mettre nos cartes de terrain au cimetière. Et en plus, contrairement à Flashback ou à d'autres cartes comme ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut ou peut. Elle ne s'exile pas au moment où on va la jouer depuis le cimetière. Donc on peut techniquement avoir ce truc là au cimetière et à chaque tour pouvoir faire cet effet là qui fait en plus une carte d'avantage. C'est plutôt pas mal. Pioche impulsif, effectivement. Ouais, ça me parle. Le côté impulsif du rouge qui veut directement jouer ses cartes. Non, je trouve qu'au niveau du design, ils sont quand même pas mauvais à Magic. Bon, là. Détruire et rebâtir une carte pour 3. Qui, je crois. Alors, je crois le savoir parce que je vais la mettre dans mon Magic. Donc, du coup, j'avais dit, mais elle vient d'où cette carte-là? En fait, elle vient du deck commander. Dernier deck commander. Comment s'appelle le gars du temps là? Doctor Who. Et là, du coup, ils l'ont restylisé pour que ce soit des putains de cactus. La carte est un peu bizarre, mais elle est plutôt cool puisqu'on peut, pour 3 en rituel, soit détruire une cible, artefact ou enchantement. Alors attention, des fois, ça peut être un peu, ça peut prêter à confusion. Quand il y a marqué détruire une cible, virgule, artefact ou enchantement, cible, c'est un artefact ou un enchantement. C'est pas n'importe quoi ou un artefact ou un enchantement. Moi, je sais parce que j'ai été, quand j'étais plus jeune, j'avais fait quand j'ai commencé Magic. J'avais fait la confusion, j'avais la confusion avec une carte qui s'appelait Pillage. Ils disaient détruisez une cible, artefact ou terrain, je crois. Ouais, je crois que ça. Et je m'étais dit pour 3. Et je m'étais dit, du coup, cible, ça peut être une créature. Non. En fait, je trouve que c'est moins, ça pourrait être moins en confusion quand il y a marqué détruisez un artefact ou un enchantement ciblé. Là, au moins, on voit ce qu'on veut dire. Bref. Ou alors, on dit, on meule 5 cartes et vous pouvez mettre sur champ de bataille, engager une carte de terrain dans votre cimetière. Et en plus, ça a le flashback. Donc c'est un peu chéro, mais ça permet de ramper, ça permet de mettre des cartes au cimetière. Et sur un malentendu, si le mec a un artefact ou un enchantement pénible, on peut le casser. Donc c'est un peu cher, mais j'aime bien. Sensation rampante pour 3. Au début de votre entretien, vous pouvez meuler 2 cartes. C'est cool, c'est qu'à chaque début de tour, on va meuler 2 cartes. Et à chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière, d'où qu'elle vienne, pour la première fois à chaque tour, créez un jeton de créature à 1 vert insecte. Donc évidemment, cette capacité-là répond à la première. Mais ça fonctionne aussi sur d'autres trucs. Alors, si jamais vous la jouez et que vous directement vous avez une des cartes là, qui mettait un terrain au cimetière, le pistage par exemple, ou n'importe quel truc quoi, ou le fait de se meuler, eh bien vous allez directement prendre une 1-1, ce qui va très bien évidemment dans le deck. Enceinte chromatique pour 3, les terrains que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix à votre réserve.
Sargal. Et elle-même ajoute un mana à la couleur de son choix d'adversaire, donc c'est un caillou qui peut permettre de... caillou pour 3 malheureusement, mais qui peut permettre de fixer à fond le mana. Oracle de Muldaya, très bonne carte. 2-2 pour 4, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, ça régale. Et vous jouez avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée, vous pouvez jouer les terrains depuis le dessus de votre bibliothèque. C'est vraiment très très fort. On va, dès qu'on a un terrain, hop, le mettre entre guillemets gratuitement, on va révéler du coup autre chose. Si c'est un terrain, on peut le rejouer, parce qu'on peut en jouer 2 par tour. Et comme ça, on peut accélérer notre sortie. On peut, alors c'est une 2 pour 4, hein, donc forcément ça peut se prendre plein de choses. Mais ça c'est vraiment une carte qui a été jouée à l'époque dans certains des crampes et qui rend quoi. Alors l'adversaire voit les cartes que vous jouez, mais ça peut vraiment des fois faire des choses qui sont vraiment très fortes parce que en plus des fois vous allez donc piocher une carte et puis en dessous il n'y aura pas un terrain, mais vous allez fetcher comme on l'a dit avec ce genre de carte. Du coup ça vous fait remélanger la bibliothèque et peut-être vous avez du coup une chance de plus de récupérer un terrain et donc de pouvoir le rejouer et voilà. Donc c'est vraiment pas mal. La lanterne se fait too much dans le deck. Ouais, je suis d'accord, c'est pas fait spécialement. En fait, je vais voir les terrains qu'ils ont mis. Peut-être qu'il y a beaucoup de déserts qui te donnent de l'incolore et donc peut-être que ça peut aider. Mais bon. Cultivateur n'en coûte tout quoi. Donc pour l'instant, c'est des cartes qui coûtent pas très cher en mana. De toute façon, voilà, dans ce deck-là, on va peut-être retirer moins de choses parce que on peut se permettre d'avoir des cartes qui coûtent un peu plus cher vu que ça rampe un minimum et que ça va chercher plein de landes. Donc pour l'instant, j'ai rien retiré. De 2 pour 4. Enfin, à part sorry. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes de terrain, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur le cultivateur d'Antuco et piochez autant de cartes. Vraiment, c'est une carte qu'on apprécie quand on a plein de terrain dans notre main, parce que si on n'a pas de terrain dans notre main, on a une 2 pour 4. Donc, je suis un peu partagé. C'est une rare à l'époque, je me souviens. En tourment, je crois. C'était une rare et quand j'ai vu j'étais en mode oh trop bien, tu peux recycler les terrains que tu as dans ta main, t'imagines t'es en fin de partie, t'as 3 landes en main et puis tu vas pouvoir avoir une 5-5, piocher des cartes. Ouais, sauf que souvent t'as une 2-2 pour 4 quoi. Donc bon. Et même quand tu le fais une fois, tu vas du coup virer un land, t'as une 3-3 qui te fait défausser un land, piocher une carte, c'est quand même pas fou. À partir de 4 ça commence à être sympa. À partir de 2 terrains dans ta main. T'as une 4-4 qui te fait piocher 2 cartes. Bon, enfin qui te fait défausser puis piocher 2 cartes. Ce qui est pas trop nul. Ouais, je la laisse pour l'instant, mais c'est pas ma meilleure. Modeleur de monde pour 4, on a une 3-3. À chaque fois qu'il attaque, vous pouvez meuler 3 cartes. Très bien. C'est ce qu'on veut faire. Mais après, il est 3-3 pour 4, il attaque une fois généralement. Mais quand il meurt, on va renvoyer sur le champ de bataille et engager toutes les cartes de terrain de votre cimetière. Ah oui, pas mal. L'effet est cool. Puisque oui, il va sûrement se faire... Alors, soit il se fait pas bloquer, et dans ce cas-là, on va pouvoir meuler 3 cartes à chaque tour, et en plus lui mettre 3, donc c'est quand même pas mal. Soit il se fait bloquer, et tous les terrains reviennent, ça peut être relou, hein, ça peut clairement être relou, donc je vois un peu l'intérêt. Épouvant culteur, toujours plus. 1-4 pour 4, à chaque fois qu'il devient engagé, choisissez l'un. Soit vous pouvez mettre sur champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main, soit vous pouvez renvoyer sur champ de bataille, engager une carte de terrain de votre cimetière. C'est un peu mou du genou. Parce que 1-4... Bon bah encore une... Alors autant lui quand il mourait il était content, autant là je pense qu'il attaque qu'une seule fois. À moins d'avoir d'autres moyens de l'engager comme le fait de sceller ou je sais pas quoi, enfin c'est quand même assez rare. J'ai l'impression que c'est quand même pas dingue. Hein. J'ai l'impression que c'est pas dingue. Je vais la mettre de côté parce que je la sens moyen. Cartographier la frontière. Pour 4, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou de désert. Mettez-les sur champ de bataille, engagez puis mélangez. Ah bah c'est bien. On peut aller chercher des déserts. Ça rampe bien. Alors bon, pour 4 on fait rien, hein, donc faut voir un peu la sortie qu'il a l'adversaire parce que ça peut être un peu relou. Mais en vrai, si vous le faites tour 4, vous faites rien mais vous mettez 2 déserts en jeu, au tour d'après vous avez potentiellement 7 mana quoi. Si vous avez joué un terrain. Donc ouais, vous pouvez commencer vraiment à vous... Enfin vous pouvez perdre un tour en gros, mais vous allez pouvoir récupérer cet avantage là. Et le fait d'avoir des déserts permet de faire des petites choses un peu sympathiques. Avec le commandant, ça met une token en jeu, oui, tout à fait. Avec ça, tu veux dire? Ouais, mais tu vas attaquer une fois, il va te le bloquer. Enfin, tu vois, je préfère mettre ce genre de truc. Clairement, ça fait du CA et tout direct. Décimation. Détruisez un artefact ciblé, une créature ciblée, un enchantement ciblé et un terrain ciblé. Alors, ce qui m'embête avec cette carte-là, c'est qu'un petit peu à la manière de Maléfice hexagonal qu'on avait retiré dans le premier... dans le deck Olivia, il faut... D'ailleurs, il y a marqué, c'est précisé. Sur la version de base qui était sortie en Ravnica, je crois, c'était pas marqué en Guild Pact.
Mais il faut qu'il y ait au moins un artefact, au moins une créature. Bon, qu'il y ait au moins une créature, au moins un terrain en jeu, ça me semble à peu près ok. Artefact et enchantement, c'est pas tout le temps la fête. Et si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez pas jouer le spell. Et le truc, c'est que c'est vraiment une carte qui prend tout son sens en multijoueur parce que il y a bien Roger qui a un enchantement et Mireille qui a un artefact. Autant là, on va la virer parce que c'est vraiment pas. Ça peut vraiment vous coller à la main, quoi. Ah, c'était l'autre d'avant. Épouvanteur, c'est bidon. D'accord, d'accord. En tienne du maréchal, eh bien, c'est une carte pour 4 qui se multi-kick 2, donc on peut payer 2 autant de fois qu'on veut. Quoi qu'il arrive, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ce qui est bien, notamment pour nos petites plantes, pour nos petites merguez qu'on a mis, les petites 1-1 là. Et quand tu es sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à X cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière, X étant le nombre de fois que l'antienne du maréchal a été kické. Ce qui est très fort, puisque donc, bon, pour 4, vous avez un enchantement qui met +1/+1 à tout le monde. Ça, il y a Antienne Glorieuse qui fait déjà ça. Et qui. Je sais pas si on dit ancienne ou ancienne, d'ailleurs. Je l'avais lu et je l'ai oublié. Quelqu'un peut être sûr de me valider ça, je vais essayer de l'imprimer dans ma tête. Je vois aussi que donc il y a une carte qui fait pareil pour 3 mana, qui donne +1/+1 à tout le monde. Là, si on commence à avoir du mana, qu'on peut payer 6, voire 8, voire plus, on va ramener des cartes depuis le cimetière directement dans notre jeu. En jeu, c'est vraiment très bien. Donc oui, je pense qu'elle colle pas trop mal à l'aspect un petit peu rampe. T'as toujours dit ancienne, toi. Ok. Mais alors le problème, c'est que c'est pas parce que t'as dit ancienne que c'est le cas. Ancienne. Je sais que c'est un chant. Je crois que c'est un chant un peu religieux à la base. Mais phonétiquement, je sais pas trop comment ça se dit. Dragon nidifiante. Une 5/4 pour 5 vols. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 0/2 rouge dragon et œuf avec le défenseur. Et quand cette créature meurt, donc voilà, en fait ça, tout ça c'est la bête. Je l'ai vu tout à l'heure, le petit dragonnet là. Il y a un autre dragon qui va sûrement arriver. Et celui-ci, il est où ce con? C'est antienne apparemment, pas ancienne, d'accord. Antienne, ok. Je sais pas comment le retenir. Il est où le dragon 02 là? Non mais... Ah, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. En fait, ils l'ont mis évidemment en recto verso, ils sont pas cons. Donc de base, t'as une 0/2 défenseur qui est nulle, mais elle a cette capacité qui dit que quand elle meurt, eh bien tu vas créer ça, qui du coup évidemment est bien plus fort. Ce qui est cool, c'est que du coup ça peut te permettre de sacrifier ce truc-là, un petit œuf, hop là, et hop, tu vas retourner ça. Et ça, c'est à chaque fois qu'un terrain arrive sur votre contrôle. C'est pareil, ils auraient pu enfiler 2-3 quoi. Jamais vu le mot antienne, en tout cas, Google dit antienne, ok. Bon, partons là-dessus. Donc voilà, donc quand on met des terrains, on chie des œufs qui peuvent eux-mêmes chier des dragons. Pourquoi pas. Titania, ah ça c'est la boss. Titania, protectrice d'Argot, prêtresse de Titania, la boss qui était très forte avec notamment Rofelos, émissaire de la Noir. Je rappelle que mon pseudo vient d'ici. Bien entendu. 5/3 pour 5. Ça, j'ai déjà vu en tant que commandant, elle rigole 0, elle. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain de ciblée depuis votre cimetière. Donc déjà, vous faites du tir avantage puisque vous avez une 5/3 qui va ramener un terrain. Et alors, si jamais c'est un fetch, c'est débile, puisque à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de créature 5/3 verte élémentale. J'ai rencontré des mono-verts commandeurs de ça, c'est très très pénible. Il suffit qu'elle arrive une fois, et t'as déjà 2 5/3 en jeu, et en plus le mec a fait un petit CA en termes de land. Bon, c'est pénible, hein. Très très bonne carte. Behemoth Vivace, une 2/5 pour 5. Vous pouvez jouer des cartes vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière. Donc, comme le truc de tout à l'heure. Il a l'exhumation, donc il coûte un peu plus cher, mais il a l'exhumation. Et donc tu peux, si jamais il est dans le cimetière, si par exemple tu l'as meulé, tu vas pouvoir le renvoyer pour 2 mana verts. Tu peux attaquer avec, parce qu'en fait, de toute façon, il va être là qu'un seul tour, et il a la célérité.
Et donc potentiellement, bah, pendant le tour il est là, remettre un terrain. Bonne petite carte qui doit être une nouvelle carte ça. Je pense que c'est une carte qui a été créée pour l'occasion. Retour du langue bestion. Ah bah voilà, on parlait de choses qui pouvaient booster un peu nos petits tokens plantes de merde là. Eh bien, on peut notamment choisir l'un en éphémère, ce qui est pas mal, et mettre +3/+3 à toutes les créatures non humains. C'est bien. Ou alors on va piocher un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures non humains que vous contrôlez. C'est un humain, machin là. Alors ça dégoûte par contre. Le fait qu'il soit humain, ça dégoûte parce que piocher ces cartes, ça aurait été pas mal. Ah, c'est Brothers Wars? Pardon, d'accord, ça existait déjà. Ok, mais Brothers Wars, j'ai pas trop suivi l'extension. Autant pour moi. Retour de l'ambition, c'est pas mal. L'âge de la promesse pour 5, chargeant de bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain, mettez-les sur champ de bataille, engagez, puis mélangez. Ensuite, si vous contrôlez au moins 3 déserts, ah, intéressant, 3 déserts, créez 2 jetons de créatures de noirs zombies. Parce que c'est ça, le problème de la carte de tout à l'heure qui permettait d'accélérer notre mana, c'est qu'on faisait que ça dans le tour. Là, au moins, si tu faisais que tu as déjà un désert en jeu, et tu vas, bon, c'est pour un de plus, faire cet effet-là, et en plus, mettre 2/2 pour te défendre, etc. Ça, on apprécie. Évasion dans les friches. Exilez les 5 cartes pour 5. Exilez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer ces cartes exilées de cette manière jusqu'à la fin de votre prochain tour. Allez, sur 5 cartes, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ah ouais. Ah oui, c'est pas mal. Ça fait un équivalent de piocher 5. Hein. Pas mal. Hein. Alors, bon, tu vas peut-être pas forcément tout pouvoir jouer, mais ouais, c'est fort. C'est fort parce que tu as souvent utilisé un petit peu de ressources en carte pour pouvoir t'accélérer dans du mana, etc. Au bout d'un moment, tu commences à avoir ta main qui se vide. Pouvoir faire ça et repartir, c'est vraiment cool. La restauration de Dominaria pour 5, meulez 2 cartes, puis vous pouvez renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est bien, dans le thème. Donc ça c'est. Donc alors quand vous arrivez, vous faites cet effet-là. Puis au tour d'après, gratuitement, vous refaites cet effet-là. Donc en tout, vous avez quand même meulé 4 cartes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez renvoyer une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. C'est pas forcément les cartes qui ont été meulées. Ça peut être un truc qui était déjà là avant. Donc vous faites ça quand vous le mettez en jeu, vous faites ça au tour d'après. Et au dernier tour, enfin au troisième tour, vous renvoyez sur champ de bataille toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière, puis mélangez votre cimetière dans votre bibliothèque. Alors ça peut être un peu relou, parce que pour le coup, c'est un petit peu... c'est pas très combo avec Yuma. En même temps, comme il coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de terrain de votre cimetière, en vrai que les terrains soient dans votre cimetière ou en jeu, autant qu'ils soient en jeu, parce que comme ça on peut les utiliser pour le jouer tout simplement. Et puis ça permet de pouvoir en sacrifier plus facilement pour donc trigger ses capacités. On est quand même content. Je pense que là, ils ont surtout créé des déserts pour le deck. Ça va bien avec le commandant à l'extension. Bah, je vais voir ça, j'arrive bientôt au terrain. Ange de l'indemnisation. C'est une 5/5 pour 6 vol lien de vie. Quand elle arrive sur champ de bataille, vous renvoyez sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Donc c'est plutôt cool hein, de pouvoir utiliser tout ce mana qu'on s'est fait chier à aller chercher et ramener quelque chose du cimetière qui coûte 4 ou moins, c'est quand même bien. Et en plus, ça a l'encore, il faut payer 6, c'est un peu le bout du monde. Mais, alors voilà, le problème de l'encore, c'est que comme c'est pour chaque adversaire, bah, c'est moins bien en duel. Mais on va pouvoir la rejouer, c'est vraiment l'exhumation, quoi. On peut la remettre en jeu et on peut donc du coup réattaquer avec et donc refaire l'effet d'arriver en jeu. C'est quand même plutôt pas mal hein, dans le deck. Titan solaire, le boss. Titan solaire, 6 vigilance pour 5, pardon. Pour 6, excusez-moi, fatigué. Donc les titans, c'est sorti au moment de Magic 2011, je crois. 10 ou 11, je crois que c'est 11. Ouais, c'est sûr. Et c'était des 6/6 pour 6, avec un effet qui est général, avec une capacité, pardon, qui était un petit peu en fonction de la couleur. Vigilance pour le blanc, c'était quoi piétinement pour le vert, contact mortel pour le noir, etc. Et qui, à chaque fois, avait un effet quand ils arrivaient en jeu et quand ils attaquaient. Et en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à je crois que c'est M11, hein, les grosses cartes à 5-6 mana étaient assez peu jouées parce que quand elles étaient... C'est-à-dire qui était forte, mais en fait, quand elles arrivaient en jeu, elles n'avaient pas forcément d'effet d'arriver en jeu. Et quand il n'y a que marqué quand elle attaque, bah du coup, elle peut se faire détruire entre temps et donc elle leur servait à rien. En gros, t'as payé 6 mana, t'as rien. Le fait d'avoir un effet quand elle arrive et quand elle attaque, c'est vraiment très très fort. Et lui, en l'occurrence, c'était donc de remettre
depuis notre cimetière une carte qui coûte 3 ou moins, bah, du coup, les cartes meulées, tu vas pouvoir remettre des petites merguez que tu as au cimetière et pour pouvoir refaire leurs effets. Ou, enfin bref, c'est vraiment très bien. Titan solaire, je crois que le titan primordial, le vert, était très bien aussi. Hein. Parce que lui, quand il arrivait en jeu, quand il attaquait, il allait chercher 2 landes, n'importe lesquelles en plus. Donc, enfin, c'est dommage. Alors, je sais pas, hein, mais je crois qu'ils l'ont pas mis, ouais. Dommage, il aurait été aussi très bien dans ce pack, je pense. Gardien vert ancien, une 5-7 pour 6 portée, qui peut bloquer les créatures avec le vol. Vous pouvez jouer les terrains depuis votre cimetière, il y a quand même beaucoup de cartes qui font ça, c'est très bien. Et si l'arrivée sur le champ de bataille d'un terrain provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée qui est un permanent, vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus, et bah bien sûr, ça va aider à ce que les petits déserts là, ils piquent de 2, puisque les déserts à la base, enfin ceux de Croisstonnerre, mettent une blessure à l'adversaire ciblé, donc là ça t'emmène de plus. Bon, ça peut faire aussi d'autres petits effets, hein, mais c'est surtout pour ça. Et ouais, c'est cool. 5-7 portée, tu peux rejouer des terrains, et en plus ça marche. Ah, il est ban le titan vert en multi. Ah, c'est pas impossible. Ah, c'est pour ça qu'il y est pas. Ah oui. Alors quand Duel Commander, il est pas ban. Hein. Ça proc 2 fois les touches terre. Ah oui, ça proc 2 fois les touches terre aussi. Ouais, c'est des belles choses. Fondre sur les percheurs pour 6. On exile toutes les créatures. Donc ça, c'est si vous avez commencé, vous avez accéléré votre mana, mais vous n'avez pas fait grand chose, vous avez mis des petites 1-1 un peu merdiques. Et ben, le mec, s'il s'est développé, vous faites, allez, hop, on exile toutes les bêtes. Et en plus, le délire devrait proc, puisque bah, si vous avez suffisamment meulé, défaussé, machin, vous avez de quoi trigger le délire qui dit que vous créez un jeton 4-4 blanche avec le vol, en plus d'exiler toutes les bêtes. Donc c'est vraiment trop bien dans le deck. Non seulement tu exiles les créatures, hein, c'est même pas les détruire. Il n'y a plus de bêtes et on va très facilement avoir une 4-4 vol, ce qui nous permet d'avoir directement l'ascendant. C'est très fort. À noter quand même sur le délire, d'abord vous faites tous les effets de la carte, puis vous mettez la bête au cimetière. Vous mettez le sort au cimetière. Ce qui fait que si jamais vous avez que 3 spells, vous avez par exemple créature, terrain et éphémère dans votre cimetière, vous ne pouvez pas profiter du délire grâce à cette carte. Voilà. Ça, sachez-le. Recroissance vengeresse pour 6. Renvoyé sur le champ de bataille engagé jusqu'à 3 cartes de terrain ciblé depuis votre cimetière. Et autant de jetons de créatures 4 de vert plante et guerrier avec la portée. C'est fort. C'est fort pareil. C'est une carte qui a été créée, j'imagine, pour l'occasion. Qui, ouais, vraiment, c'est vraiment le jeu où on peut avoir 10, 11, 12 mana assez facilement, même en duel, grâce à ce genre de carte. Et en plus, on peut se défendre. Et ça, c'est clairement fort. Et flashback. On peut très bien le faire depuis le cimetière si on l'a meulé ou si on l'avait joué avant. Ange des ruines, 5-7 pour 7. À chaque fois que. Donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, exige jusqu'à 2 cibles, artefacts et ou enchantements. Recyclage de plaine. Ah, ouais, bon. Ah, ouais. Je suis pas un. Si ça avait été créature, ça aurait été bien trop fort. C'est pas une carte que j'ai. Alors après, c'est un recyclage de plaine. On peut au pire la recycler donc pour aller chercher une plaine. Je suis pas un. Alors après, c'est une créature artefact. Donc pour trigger le délire, c'est pas mal parce qu'on fait recyclage de plaine. On a déjà 2 types de cartes dans notre cimetière grâce à elle. Ouais, je suis pas très convaincu. Pas la mère du deck, on est d'accord. Hein. Je pense qu'elle va virer parce qu'il faut faire un peu de place pour les cartes que je compte mettre. Oh, le Vengeur d'Annikar. Alors lui, il a été joué aussi. Bah, c'était un peu le copain à l'époque de l'Aura de Muldaya. Hein. Les decks ramp jouaient ça et ça. Alors lui, il crée plein de plantes. Alors lui, avec le Kiri là, il rigole 0. Pour 7, on a une 5-5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va créer un jeton de créature 0-1 verte plante pour chaque terrain qu'on contrôle. Alors j'allais dire minimum 7, ça dépend, il y a des cartes qui permettent d'ajouter du mana machin, mais dans un deck qui rampe pur, c'est-à-dire qu'il va vraiment mettre des terrains en jeu plus facilement, imaginez que vous avez facilement 7 plantes. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature plante que vous contrôlez. Donc bah oui, parce que avoir 7-0-1 c'est bien pour bloquer. Quand ça commence à être des 1-2, voire des 2-3, eh ben c'est un peu relou. Alors si vous avez Kiri, alors là, de base c'est des 2-1,
Et puis bah, je vous raconte pas si... En plus c'est une plante, donc ça veut dire quand un terrain arrive en jeu, vous mettez un marqueur sur lui aussi. Oh là là. Bref, intéressant. Omnat, Locus de Rage. Pour 7, vous avez une 5-5. A chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 5-5 rouge et verte élémental. Alors, touche terre, pareil, il commence à être assez solide. Hein. Et à chaque fois qu'Omnat, le Locus de Rage ou qu'un autre élémental que vous contrôlez meurt, il inflige 3 blessures d'un point cible, il fait une foudre quand lui ou ses potes s'en vont. Ouais, encore une fois, si le deck n'avait pas eu de rampe, je l'aurais pas joué parce que cette mana c'est trop cher. Mais le fait de pouvoir jouer ce truc là, peut-être des fois tour 5, oui, bah t'es plutôt content. Amarante rugissante. Une 8-8 pour 11. Mais il coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de terrain dans votre cimetière, parfait, il a le même effet que son copain. Vigilance, portée, piétinement. Ouais, commence à faire des belles capas. Hein. Quand elle arrive sur champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 car le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, oui, d'accord, ok. Ça dont tu parlais, c'était quoi? C'était Yami, je crois. Ah oui, d'accord. Oui, là, effectivement, lui, il rigole pas. Je pense effectivement qu'il a encore été créé pour l'occasion. Et c'est vraiment la grosse bourrasque, la grosse boule de, la grosse boule de paille là dans le désert. Sauf que ça fait 10 ans qu'elle engrange des trucs. Ils ont mis les petits oiseaux à côté pour dire regardez, elle est quand même grande. Et effectivement, elle rigole 0 parce que elle peut se jouer quand même relativement vite grâce à la mécanique du deck. Elle est elle-même, bon, elle n'a pas de capacité de protection, mais vigilance, portée, piétinement, ça met des points dans la gueule et ça peut se défendre. En tout cas, ça peut bloquer quoi. Et le fait de mettre +3/+3 piétinement à toutes les bêtes, donc faire un overrun, un envahissement à toutes vos bêtes, c'est vraiment très fort, notamment si vous avez chié des plantes avant. Je le redis, Ruff, contre ce deck, t'es bien content d'avoir le sort anti-jeton de l'autre deck, il en génère énormément. Ah, c'est pas faux, effectivement, je comprends mieux ce que tu disais avec le truc, mais déjà, c'est pas sûr qu'on fasse lui contre l'autre. Et en fait, j'ai pas spécialement envie de mettre des cartes pour m'adapter à un autre deck. J'ai plutôt envie que chacun ait son plan de jeu, avec quand même des anti-bêtes, des machins pour gérer, bien sûr, mais de façon générique, quoi. C'est aussi pour ça que je pense que je vais retirer l'autre. Ciel et terre. Soit on inflige X blessures. Alors, on va de base en éphémère infliger X blessures à chaque créature avec le vol. Il y a peu de choses qui gèrent le vol hein, dans ces coups. Ah, quoique, un truc, c'est qu'en plus, on a quand même quelques petites cartes rouges et blanches qui ont le vol. Donc bon. Et terre, c'est pour X et 2 rouges, on va infliger X blessures à chaque créature sans le vol. En fait, ce qui est cool, c'est que mettons qu'on ait envie de gérer les bêtes sans le vol, et qu'il n'y a pas de bêtes avec le vol. On peut très bien dire, vas-y, je fais ciel pour 1. Et en fait, la répercussion, ça se joue quand elle est dans le cimetière. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Dans votre cimetière, vous allez la mettre comme ça. Un peu rigolo. Et donc on peut dire, ok, pour 1, je fais rien. Et hop, je paye 2 rouges et je sais pas, 4. Et hop, je mets 4 blessures à toutes les bêtes en vol. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la répercussion, on n'est pas obligé d'avoir joué ça avant. C'est-à-dire que si jamais vous vous êtes fait meuler cette carte-là, bah, vous savez que vous avez une carte qui peut se jouer, pas gratuitement, mais en tout cas en termes de cartes, vous allez pouvoir jouer cette carte sans en dépenser depuis le cimetière, donc c'est pas mal. Prospection cataclysmique, oula, pour X et 2 rouges. Elle inflige X blessures à chaque créature. Pour chaque mana d'un désert dépensé pour lancer ce sort, crée un jeton trésor engagé. Ah, pas mal. Alors, donc c'est pareil, ça permet vraiment de raser le board. J'ai l'impression qu'il est pas mal ce deck. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'en multijoueur, ça fait des choses. Hein, parce que ça peut vraiment raser le board. Ça rampe, donc c'est fort en multijoueur. Ça rase le board. Mais bon, je pense qu'en duel, ça fera aussi le taf. Et donc on est content d'avoir plein de trésors avec ça. Mais même sans pouvoir mettre X blessures à chaque bête pour X et 2, ça s'appelle tornade sauvage à la base. Ça coûte un vert et un rouge. Ça fait exactement ça. Mais ça fait pas l'effet de créer des trésors, c'est toujours ça te prix pour pouvoir revenir dans la game. Hydre de Genèse. Alors une 0-0 pour X et 2 verts. Quand vous lancez ce sort, révélez les X cartes au-dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de permanent non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, mélangeant ensuite votre le reste dans votre bibliothèque. Et elle arrive avec X marqueur puissant puissant. Donc si par exemple vous la lancez pour aller X égale 4, vous avez une 4-4 en jeu, donc c'est pas fou. Mais vous allez révéler les 4 cartes au-dessus de votre bibliothèque et mettre sur champ de bataille une carte de permanent non-terrain
d'une valeur de mana inférieure à la X. C'est vraiment, ça fait partie des cartes. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez modulable. Ce qui fait que si jamais vous avez besoin de jouer, je vous ai tour 5, vous avez 6 mana, vous avez besoin de jouer quand même quelque chose assez vite pour vous défendre parce que bah, l'autre commence à vous taper la gueule. Hop, vous pouvez quand même avoir une 4-4 et un autre truc éventuellement en jeu. Et puis si vous avez 10 mana parce que vous avez réussi à ramper jusque là, voilà, vous faites kiffer, vous mettez une 8-8, alors qu'il n'y a aucune capa par contre, hein, qui est très vanilla. Mais qui peut ramener, enfin qui peut jouer du coup gratuitement un sort de permanent. Enfin, vous pouvez le mettre en jeu de 8 ou moins, donc c'est vraiment très bien. Enfin, c'est très bien. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire dans le deck, quoi. C'est avoir. Il y a des hits qui sont un peu meilleurs que ça, mais oui, clairement, on sera content quand même de l'avoir. Alors c'est parti pour les terrains. Alors les terrains, ils ont intérêt à être pas mal. Il y a intérêt à avoir pas mal de désert, puisque c'est un peu le thème du deck. Donc, forêt sauvage épineuse. Alors, ce sont les déserts de Croissonnaire qui, tout simplement, vont mettre une blessure à un adversaire ciblé, arriver engagé, et ajouter du mana, j'imagine, qui allait 3, 1, 2, 3. Voilà, parfait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le pylône conducteur, encore une fois, ça vient de Croissonnaire. Quand il arrive en jeu dégagé, ce qui est assez rare, mais il ajoute qu'un mana incolore. Donc ça, c'est généralement ce qui se passe. Mais en fait, il peut quand même ajouter du mana à la couleur de son choix si on paye 1 de plus, en gros. Ce qui est cool. Et quand elle arrive, on surveille 1, c'est-à-dire qu'on va regarder la carte issue d'une bibliothèque et soit la laisser au-dessus, soit la mettre dans le cimetière. Évidemment, si c'est un terrain, bah, on est content de le mettre au cimetière parce que ça veut proc plein d'effets comme on a pu le voir. Mais à Mirage, elle arrive sur champ de bataille engagé. Au moment où elle arrive, on choisit une couleur, ce que j'avais fait quand on avait joué là avec Adibou dimanche. J'avais par sacrilège détruit un terrain de base pour se rappeler de la couleur qu'il avait choisie. Bref, ça arrive engagé, c'est un peu chiant, mais on peut choisir la couleur qu'on veut au départ et ensuite pouvoir ajouter le mana à la couleur qu'on choisit. Donc ça c'est clairement je m'attendais à ça c'était sûr. Je m'attendais aux 3 déserts bicolores communs, plus les 2 terrains communs qui permettent de fixer. C'est vraiment des cartes qu'on aime bien avoir, notamment en scellé. Bon, ensuite il y avait d'autres déserts, notamment à l'époque d'Amonkhet, comme cette ruine de Ramunap, qui malheureusement ajoute du mana incolore. Mais on peut payer un point de vie pour ajouter du rouge. En fait, ça c'est vraiment trop bien comme capa. Parce que on préfère vraiment ça plutôt qu'avoir un terrain qui arrive en jeu engagé. Et on peut, sur un malentendu, on paye 4, on l'engage, on sacrifie un désert, ça peut pas forcément être lui d'ailleurs. Et on va mettre 2 blessures à chaque adversaire. Donc c'est un peu cher payé, mais c'est vraiment une capa qu'on va faire une fois qu'on a plus grand chose à faire. Et en vrai, ça permet de tuer à distance l'adversaire s'il a plus beaucoup de points de vie. En tout cas, c'était un terrain qui était joué dans les... Je me demande même... C'est pas lui qui a été banni à un moment donné du standard. Je me demande s'il n'a pas été banni du standard. Parce qu'il était joué dans les mono-red aggro. Et c'était vraiment relou, quoi. Je crois qu'il y a eu un moment donné... Sur Arena, je crois, il y a eu un truc. Ça me parle. Vraiment, c'est pas du tout mauvais. Et puis bon, c'est un désert qui peut quand même ajouter du mana coloré. Et qui arrive dégagé, on prend. Alors lui, il ajoute du mana incolore d'une des morts. Mais quand ils sont mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on va créer un jeton de créature de 2 noirs zombies. Bon, de toute façon, autant pour les autres decks, j'étais un petit peu sévère avec les cartes, les terrains qui ajoutaient de l'incolore. Autant pour ce deck-là, notamment c'est un désert, on va mettre un maximum de désert. Donc de toute façon, on va le jouer. Et puis bah, effectivement, s'il se fait sacrifier par Yuma, non seulement vous avez votre 4-2, non seulement vous piochez une carte, mais en plus, vous avez une de 2 zombies en plus. On est content. D'une de Chefette, donc qui est l'équivalent de ruine de Ramunap, mais cette fois-ci c'était pour du blanc et ça m'a fait de mettre +1/+1 à toutes nos bêtes, donc c'est quand même plutôt cool, notamment dans ce jeu-là qui va mettre plein de tokens. Et l'Oasis, c'est donc l'équivalent vert, qui va pouvoir mettre +3/+3, malheureusement en rituel, d'ailleurs tout était en rituel. Hein. Ah non, pas ça. Non, ça en plus tu peux le faire en éphémère. Mais donc sinon les boosts je le faisais en rituel pour éviter que ce soit non plus trop fort. Et voilà. Est-ce qu'il y a champ des morts dans ce deck? Je suis pas sûr que ce soit un désert, hein, champ des morts. Désert de la fervente. Mais c'est vrai que ce serait pas mal parce que du coup tu rampes. Pas sûr. Hein. Champ des morts. Pas été banni ça en plus? Il y a pas. Alors, ils avaient fait des cartes qui arrivent engagées mais qui n'ajoutent qu'un mana d'une couleur, donc c'était un peu décevant. Mais avec le recyclage, ce qui est plutôt... Ah, c'est pas banni mais c'est cher, ok. Ce qui est plutôt une bonne capa, notamment quand on est en fin de game et qu'on a besoin de vraies cartes et pas de terrain. Et quand en plus, en le recyclant, on va le mettre au cimetière, ça peut proc, machin, tout ça, bref. Donc
on est plutôt content. Donc ils ont mis le désert rouge, le désert vert. Ils ont pas mis le désert blanc. Enfin, ou alors... Si. Quand même. Je pense que là, s'il y avait marqué désert sur une carte, il l'envisageait quand même. On est vraiment là pour ça. Le reliquaire de la jungle qui évidemment est un triland. Orée de la Crozia qui... Ah ouais, ça je me rappelle, c'était en... Odyssée, Tourment et Jugement. Je crois que c'était en Jugement. On l'engage, on ajoute... Alors il arrive à l'engager. On l'engage, on ajoute un incolore, donc il n'y a rien qui va. Mais on peut payer 2, l'engager et le sacrifier pour acheter dans notre bibliothèque jusqu'à une carte de fort et une carte de plaine et les mettre engagés. Donc c'est un peu le bout du monde. Mais ça permet techniquement, avec ce terrain-là, d'aller en chercher 2. C'est un peu le bout du monde, ça en met un au cimetière. On va quand même le jouer, mais c'est vrai que c'est un peu mou, quoi. Mais ça permet de ramper. Un terrain qui permet de ramper, c'est pas anodin. C'est normal que ça coûte un peu cher. Le promontoire des pins, pardon, qui ajoute de l'incolore ou alors un mana de la couleur de notre choix. Donc c'est vraiment cette carte-là en moins bien. Allez où voilà. Ils ont pris ça. Ils ont dit bon c'est sympa mais c'est un peu léger. Vas-y on va rajouter surveille 1. Ah, ils ont fait cette carte-là. Mais bon bah on met les deux puisque de toute façon c'est des déserts. Tour de commandement qu'on met évidemment. Réserve naturelle de cactus. Un nouveau désert ça. Il arrive sur une bataille engagée. On va l'engager pour ajouter un mana de n'importe quel type qui a un terrain que vous contrôlez pour produire. Oh, comme notre ami le bassin réfléchissant. Et pour 3 jusqu'à la fin du tour, il devient une plante XX avec la portée. X étant la valeur de mana la plus élevée parmi vos commandants. C'est toujours un terrain. Ah, intéressant du coup avec Yuma, parce que ça peut devenir une 8-8. Parce que quel que soit le prix qu'on l'a payé, eh bien, sa valeur de mana est évidemment toujours ce truc-là. Donc c'est très combo. Il peut ajouter le terrain enfin à peu près le mana qu'on veut, même si c'est le fait que ce soit un terrain qu'on pourrait produire, fait que si jamais il nous manque une couleur, bah on pourra pas l'avoir. Mais évidemment ça reste très fort. Pour 3 tu peux avoir une 8-8 dans ce deck, ce qui est évidemment très fort. Ligne de partage brûlée par le soleil, c'est pas un... Alors on arrive aux terrains rares qui ne sont pas des déserts, mais qui permettent d'ajouter, enfin qui sont des bilans quoi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Un autre désert, oui ça je connaissais un petit peu. Terrain des charognards qui permet d'exiler tous les cimetières. Ça peut en plus emmerder certains decks, mais surtout c'est un désert qui arrive en jeu détapé, qui malheureusement ajoute de l'incolore. Et c'est tout. Bah, je ferai une petite recherche pour savoir si... Bon, je vais faire une recherche maintenant d'ailleurs. Pour savoir s'il n'y a pas d'autres déserts que je pourrais éventuellement ajouter à ce deck si je les ai. Recherche avancée. Alors je vous dis, hein, moi vraiment j'utilise Magicville, mais même quand je travaille à Magic Corp ou à Magic Bazar, je vais utiliser Magicville pour sa recherche avancée qui est vraiment très bien. Le type de terrain, désert. Voilà. On fait ça. Je veux savoir tous les déserts qui existent. Je vais le mettre en 1v1 parce que des fois il y a des extensions un peu cheloues qui viennent du online ou des qui sont créées. Donc j'aime bien me mettre en 1v1 ici. Un duel commander quoi. Et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a le type désert toutes les cartes. Donne-moi toutes les cartes qui ont le type désert à Magic. Comme c'est pas un type de créature normalement, il ne va pas y avoir de bêtes. Voilà. Donc il y a 2 pages de 20. Alors ça peut être moins que 20 du coup. On va regarder les petits déserts qu'il y a. Merde. Qu'on n'a pas vu. Alors, est-ce qu'on joue ça pour... Non, je vais regarder la rareté, voilà. Ah bah c'est en croissonnaire ça en plus. J'ai dû en avoir un là-dedans. Il a fait champ de bataille engagé. Quand il a fait champ de bataille renvoyer un terrain que vous contrôlez en main de son propriétaire. Si un autre désert a été envoyé de cette manière, surveillez 1. Bon bah, ça ajoute 2 mana incolore. Ça fait un peu les effets des terrains de Ravnica où tu dois bouncer un land pour le mettre. Mais c'est un désert, on va le mettre évidemment. Bon ça du coup on peut pas le mettre. Voilà, je vais en passer. Il y en a beaucoup, mais il y en a au moins 7 que je pourrais pas jouer. C'est ceux qui sont les terrains donc de croissonnaire qui n'ont pas les couleurs qui ne partagent pas, enfin qui n'ont pas les 2 couleurs du deck. Je vais y arriver. Donc là, ok, on joue du blanc, mais comme on peut pas, on n'a pas le droit parce on doit respecter l'identité couleur, on n'a pas le droit de jouer le truc qui met, on n'a pas le droit de jouer de cartes qui a du bleu dedans. Je suis fatigué, excusez-moi. Et bien du coup, on n'a pas le droit de jouer ça. Berceau des maudits. C'est un désert qui ajoute un incolore. On paye 3, on sacrifie le berceau des maudits, on crée un jeton de 2 noirs zombies. Bon, c'est pas le meilleur, hein, mais on aurait pu le jouer.
Engager une créature dégagée que vous contrôlez, ajoute un mana de la couleur de votre choix, ça peut être joué. Donc ça on peut pas jouer. En fait j'aurais pu faire une recherche avec l'identité couleur, ça aurait été encore mieux. Mais bon. Le vrai désert, ah oui en plus je crois que le vrai désert je l'ai eu. Parce qu'à la base désert, c'est une carte sortie il y a très longtemps. Je crois en... Bah tiens regardez, hop. Qui est sortie en Arabian Night si je ne m'abuse. Et qui est donc première extension de Magic. Deuxième édition, enfin en tout cas... la première fois qu'ils ont ressorti des cartes autres qu'en alpha bêta. Il y avait donc ce désert qui ajoutait du mana incolore et qui disait il inflige une blessure à une créature attaquante ciblée, n'activée que pendant l'étape de fin de combat. Donc c'est d'abord il faut qu'elle ait attaqué, mis des blessures, mais on peut lui mettre une petite blessure au passage. Bon clairement je vais l'ajouter dans le deck parce que c'est pas si mauvais, notamment contre le petit deck là avec des petites 1 bloquables, ça peut vraiment être très pratique. Et voilà, petit désert qu'on va rajouter sans trop de soucis. Bah tiens, je rentre de soirée et je tombe sur Rof qui review un préconstruit. Le monde est pas si mal fait. Je préfère Scryfall pour faire mes recherches. Je trouve ça plus clair perso. Moi, j'aime bien que ce soit en français. Alors, Scryfall, tu peux le mettre en français, mais je préfère Magic. Il me semblait que pour les terrains, il fallait juste pas que ce soit spécifié Hill Plain par exemple, car dans un deck Corvord, les gens jouent tous les fetch. Oui, alors les fetch. Eh oui, non, en fait, c'est ça. Et tu n'as pas le droit de jouer ça. J'ai pas le droit de jouer ce genre de terrain dans le deck. Par contre, je peux jouer le fetch qui est techniquement vert et rouge. Parce que même s'il y a les couleurs, tu as l'impression qu'il y a la couleur sur le fetch. En réalité, il n'y a pas le symbole de mana dans le texte. Et donc, tu as le droit. En gros, quelque chose qui dirait allez chercher dans votre bibliothèque par exemple là, une île ou une montagne. Il n'y a pas le symbole dessus, donc tu peux jouer. Donc tu peux jouer les 9 fetch, donc hormis... Enfin, techniquement, tu peux jouer les 10 fetch de base, enfin les 10 fetch rares, quoi. C'est juste qu'il y en a un qui va te servir à pas grand-chose. C'est celui qui donc est à l'opposé de tes couleurs. Donc là, on est blanc, rouge, vert. Bah, le fetch qui est noir et bleu, ça sert à rien de le jouer. Mais tout le reste, effectivement, tu peux le faire. Et donc tu peux jouer 9 fetch dans ce deck là. Un tricolore c'est 9 fetch. Un bicolore c'est 4 fetch. Attends. Non, un monocolore c'est 4 fetch. Un bicolore c'est 7 fetch. Et un tricolore tu peux jouer 9 fetch. Et un 4 couleurs ou plus tu peux jouer les 10. Voilà l'explication. Ensuite, désert brûlé par le soleil. Quand il arrive sur la bataille, il inflige une blessure à une cible joueur ou planeswalker et on ajoute un. Bah, c'était l'ancêtre de ce qu'on a, quoi. Sauf qu'il arrive dégagé, mais il ajoute du mana incolore. Ok, donc les fetch, on a vu, donc ils peuvent se recycler. Désert hostile. On ajoute de l'incolore. On peut exiler une carte terrain depuis votre cimetière. Il devient une 3-4 élémentale. C'était pas mal, ça. Ça, c'était peut-être pas trop mal dans le thème. Ok, donc ceux qui se sacrifient pour faire des choses. Dune des morts, donc la fameuse Dune des morts, qui... Ben non, pardon, je me suis gouré. Mais ça, c'est celle qu'on a. Dune saisissante qui dit... on ajoute de l'incolore, on sacrifie un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée, on l'active quand on peut lancer un rituel. Pas mal, c'est jouable. Hein. Beaucoup de cartes, c'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de cartes qui donnent de l'incolore. C'est pour ça qu'il y a des cartes comme... on l'a vu tout à l'heure, la petite bestiole qui... la lanterne chromatique, qui va être très bien, puisque comme on va avoir, si on veut en tout cas maximiser notre jeu de désert, on va avoir l'antenne chromatique pour pouvoir dire que voilà, à la place d'ajouter du mana incolore, on ajoute du mana qu'on souhaite. Ça on connaît. Ça on connaît. Ok. Une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, n'activer que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Ça aussi c'est jouable. Hein. Ça c'est dans Croissonnaire, je pense que je vais le jouer. Après, bon, faut voir, parce qu'en fait, je mets plein de déserts. Bon, après, les déserts, c'est cool, parce que rien qu'avec notre commandant, on peut rentabiliser par une 4-2. Et en fait, il faut jouer, il faut absolument jouer. En fait, je l'ai pris... je l'ai fait un peu au pif, ce principe de dire, vas-y, je regarde les decks Commander, et je les analyse, et je les transforme un petit peu pour qu'ils ressemblent à des decks plus duel. Mais en réalité, effectivement... Bah, tiens, c'est lui. Avec l'extension, je pense que c'est fait exprès, hein, mais avec l'extension qu'il y a à côté, il y a vraiment beaucoup de cartes qui complètent un peu le deck. Clairement, cette carte-là, elle devrait évidemment se retrouver dans ce deck-là.
une 1-2 pour 3, je l'avais joué lors de notre partie en CD, trop bien. Tu fais du carte d'avantage parce que tu vas chercher une carte de désert, enfin une carte de terrain de base, mais bon là tu vas plutôt chercher une carte de désert que tu mets dans ta main. Et en plus, elle gagne tout le temps +1/+1 pour chaque désert que tu contrôles. C'est évident que c'est mis dans le deck. Hein. Évident. Vas-y, j'avance un petit peu, ça on l'a vu. Alors ça, non ça on l'a vu. Range bucolique. On ajoute un mana incolore. On ajoute un mana à la couleur de votre choix, mais on ne dépense que pour lancer des sorts de monture. On n'a pas de monture dans le deck. Et pour 3, on regarde la carte dessus de la bibliothèque, c'est une carte de monture. Ça, c'est un désert qui vraiment ne fonctionne qu'avec les montures. Bon, pas sûr de forcément vouloir le jouer, à moins de jouer des montures, mais bon, je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes. Si tu veux jouer désert, tu pars sur Azezon en Aya. Bah, le gars là, parle-lui. Je vais pas forcément jouer désert, mais effectivement, s'il y a des déserts qui sont sympas, autant les mettre. Quoi. Puisque de base, tu vas pouvoir jouer avec lui, et puis même t'en as d'autres. Ok, donc on va dans la page 2. Il y a 36 cartes qu'on a trouvées en tout. Il y a 36 cartes désert visiblement à Magic actuellement. Réserve de calcul sont là. Les ruines de Ramunap, ok. Alors, Sable Infini, Commandeur 2020. On ajoute de l'incolore. On peut exiler une créature ciblée que vous contrôlez. Ah oui, ça permet après de la remettre, j'imagine. Et pour 4, on sacrifie le truc et on peut renvoyer sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire chaque carte de créature exilée. Donc ça peut être sympathique éventuellement si on commence à se faire tuer des bêtes, on peut les mettre en dessous quoi. On peut les protéger dans le sable. Et puis au bout d'un moment on va les remettre. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est mieux que le truc qui met des. qui se base sur les montures. Ah ben c'est 30 cartes en fait qu'on a par page. Okay. Vous voyez, ça fait beaucoup. 30 cartes et là on en a du coup 6 de plus. Et on a le terrain des charognards qu'on connaît déjà. Voilà. Donc en gros, il y a quand même quelques déserts je pense à pouvoir ajouter. Et pour pouvoir un peu améliorer ce deck. Et puis, qui sait, il y en aura sûrement d'autres qui vont sortir dans les années à venir. Donc, le deck désert a de beaux jours devant lui. Bien, et bah écoutez, c'était donc l'analyse du 3e deck Commander préconstruit. Fleur du désert, effectivement, il porte bien son nom. Défaussez-vous de terrain, récupérez-les. C'est précisément ce que il était prévu de faire. Donc c'est très bien. Il est 3h10 du matin. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On va... je vais bouffer, je pense, un petit truc. À l'épicer. Et on se fait le dernier deck. À savoir le deck rapide de la gâchette. Un deck de joueurs qui aiment bien jouer des spells. Deck IZ, enfin, bleu-rouge. Lancer plein de sorts, jouer des tours mémorables. Ça peut être cool. En tout cas, il y a... Moi, je suis pas... C'est pas spécialement ce que je préfère faire. Je crois que là, actuellement, les decks que j'ai vus... j'aimais bien le principe de toucher l'adversaire et de faire du card d'avantage avec. Plus que de voler ses cartes, je m'en fous un peu. Faire du card d'avantage, ça j'aime bien. Ça, le principe de ramp et de mettre des bêtes un peu marrantes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est vert. Et le deck hors la loi de Olivia et qui notamment se base sur les types de créatures, j'aime bien aussi. Donc pour l'instant, j'aime bien tous les decks. On va voir si celui-ci me plaît également. De toute façon, je vais sûrement donner à Max les decks qui sont les moins difficiles. Donc je pense que celui-ci va le jouer. J'ai quand même l'impression que celui qui vole est un peu plus complexe. Je pense qu'il va jouer ces deux-là, à mon avis. Le hors-la-loi et le fleur du désert. Et moi, je vais m'occuper de jouer justement les cartes qu'il joue lui-même. Et à mon avis, celui-ci, qui va jouer plein de spells, il va falloir séquencer ses tours pour être sûr de faire plein de trucs. Bon, ça me semble un petit peu compliqué. On verra ça. Toujours est-il que on va donc jouer ces decks jeudi soir à 21 h sur la chaîne de Maxildan, retransmis après sur YouTube sur les jours du dimanche. Et je fais une petite pause sur Twitch. Sur YouTube, évidemment, vous aurez donc la vidéo d'après. Donc si vous souhaitez, donc, et ceux d'avant, évidemment, celle d'avant et la vidéo d'après, pour pouvoir voir l'analyse complète de chaque carte de ces decks préconstruits hors la loi de Croistonnerre. Et puis voilà. Bon, c'est un peu fatigué, je vais prendre un petit peu de boost en nourriture. Et ceux qui sont là sur Twitch, les vrais, vous restez là et je reviens dans à peu près 5 minutes. Allez, bisous tout le monde et n'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, le petit pouce, le petit abonnement et tutti quanti. Ciao tout le monde.